Suzette Bloch, bonjour. Alors, Bonjour. petite fille de Marc Bloch, l'historien de l'école des Annales. Pour les âmes qui ne sauraient pas, c'est très important. Vous feriez bien de vous y mettre d'ailleurs. Suzette Bloch qui est journaliste à l'AFP. Suzette Bloch que je rencontre parce que là elle traînait à Visa pour l'image où elle était à la conférence des photographes vietnamiens de la guerre du Vietnam et d'Indochine. Alors Suzette Bloch, qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, c'est une très belle exposition. Euh, les photos sont belles dans la forme et le fond. Et ces quatre bonhommes que j'ai entendus pendant 2 heures sont formidables. Et avec Patrick Chauvet qui les a invités, qui avait couvert la guerre du Vietnam de l'autre côté, il faut y aller, il faut voir cette exposition. Alors elle est Elle est au Minime, au Minime. au couvent des Minimes. Voilà, allez-y et vous verrez par vous-même. C'est une exposition formidable avec le point de vue de ceux du Nord qu'on n'avait jamais eu ou très peu en photo. Alors Suzette, journaliste. Je suis juste que je voudrais rajouter que peut-être que le photojournalisme est né au Vietnam plus ou moins. Et donc c'est d'autant plus intéressant de voir l'autre côté. C'est aux sources du photojournalisme et du Mekong. Voilà. Alors, donc Suzette aussi journaliste à l'AFP. Alors, journaliste, c'est quoi ce métier? Parce que finalement, on ne sait plus trop ce que c'est. Enfin, moi j'avais un pote Albert Londres, m'a dit ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça a beaucoup changé. C'est un métier formidable, hein, pour qui est curieux. Métier difficile, surtout en ce moment. Parce qu'on vous déteste ou parce que il y a de l'autocensure ou parce qu'on vous empêche? Moi j'ai une grande chance, ouais. C'est d'être à l'AFP. Là je suis en vacances en ce moment, d'être à l'AFP qui est une agence internationale. Et donc c'est un des rares endroits où je pense qu'on peut encore exercer en France son métier. On a toujours un autre point de vue. Par exemple, nous on part en poste. Moi, j'ai été en poste à Rome, j'ai été en poste à Chypre. J'ai été reporter pendant des années, donc j'ai couvert des grands événements. Et à chaque fois avec des journalistes d'autres pays. Et donc, ça vous renvoie à un peu de modestie et ça vous donne toujours un autre point de vue. Et je crois que c'est très important. Voilà. Donc, c'est un super métier quand même. Difficile, mais... voilà, tous les métiers ne sont pas faciles non plus. Alors l'agence France Presse, c'est une agence nationale, j'ai pas dit d'État parce qu'on n'est pas au Vietnam, mais... Pas du tout, vous vous trompez, non, ça c'est pas du tout. C'est une agence internationale, ce que je viens de vous dire. Qui dépend pas de la... C'est pas l'État français qui... Non, ce n'est pas l'État français, c'est une agence qui a un statut spécial, ad hoc, hein, qui est inscrit dans la loi, en loi de 57, et elle n'a pas de capital. C'est une agence elle a un conseil d'administration composé des représentants des médias, presse écrite, médias audiovisuels, de représentants de l'État et de représentants des salariés. Et tout l'argent est réinvesti. Il n'y a pas de capital. Donc c'est une agence, et c'est pas une agence d'État, mais une agence nationale. C'est limite un soviet, si je puis dire. C'est très intéressant. Et chaque fois... elle est remise en cause et chaque fois les journalistes se battent pour essayer de conserver ce... D'accord, parce que les Français ne savent pas en fait, ils voient AFP, mais voilà, pour eux c'est des dépêches quoi. Après, comment elles sont fabriquées Voilà, on est les soutiens de l'information, on est la matière première de tous les journaux. Nous faisons des dépêches qui sont envoyées à nos abonnés qui sont dans le monde entier. Donc sur chaque sujet... vous avez le point de vue, par exemple en Ukraine, il y a les journalistes qui sont là-bas, puis on a le point de vue du bureau de l'AFP qui est à Moscou, du bureau qui est à Kiev, on a Bruxelles, on a tous les points de vue. Après, les journaux français, on voit ce qu'ils veulent. Voilà. Et souvent reprennent, je trouve, de moins en moins. Bien. Alors, un souvenir marquant... de votre carrière, parce qu'on se tutoie pas en vrai, comme en vrai on se parle dans la vie. Ça m'est égal. Oui, on se tutoie en façon d'habitude, on va pas se mentir, on se tutoie en vrai. Voilà, alors... Et j'en ai des tas, que puis-je vous dire je sais pas... oui, j'ai un souvenir assez marquant. J'étais en poste à Rome, et à ce titre-là, je couvrais les déplacements du pape, de Jean-Paul II. Et
J'avais couvert celui en Syrie à l'époque. Mhm. En Syrie, il y avait un bureau de l'AFP avec un journaliste local qui était, j'allais dire d'origine musulmane. Oui, c'est pas une origine, c'est de confession. Non, il n'était pas de confession. Ah. Disons qu'il était classé côté. Il était contextuellement musulman. Voilà, merci de m'aider, Nicolas. Il était, non, il n'était pas du tout croyant d'ailleurs, mais il était élevé, disons, dans des familles voilà, comme, de confession musulmane. Et c'était le chef du bureau. Moi, je suis sans religion. Oui, athée donc en français dans le texte. Oui, même plus athée. Agnostique, non, plus qu'athée, je ne sais pas ce qu'il y a. Par moments, même anticlérical. Voilà. Et avec aucune culture religieuse. D'accord. Ce qui est bon. Voilà, donc je couvrais le voyage du pape, mais faisant mon boulot de journaliste, j'essaye de le faire objectivement, en mettant à part mes états d'âme, en décrivant la réalité, c'est tous les points de vue différents, le pour, le contre, le milieu. Et le pape était dans la grande mosquée des Omeyyades, ce qui était quelque chose d'exceptionnel. Bon, je vais essayer d'aller vite, étant donné. Non, mais la mosquée est exceptionnelle, voilà. Elle aussi. Et pour la petite histoire, c'est que les femmes, donc, pour rentrer dans la mosquée, sont obligées de porter un espèce de... Ils sont comme les roues voilées. De cap, des pieds à la tête, noir. Bon. J'y vais et je crois que j'étais une des rares femmes, il y en a peut-être une autre. Et j'avais un avantage extraordinaire sur mes collègues, c'est que ma cape cachait mon téléphone portable. Ah. Donc j'ai pu faire du direct sur cette visite du pape, qui était la première fois qu'un pape... Quelle année Alors là, parce que les téléphones portables, 2000, c'est... C'était... Ah oui, c'était en... je sais plus. Ben, je regarderai. Et donc, j'étais avec mon confrère du bureau, en direct, qui lui prenait des notes. Et puis, le pape arrive dans la grande mosquée des Omeyyades de Damas. Il y a le tombeau de Saint-Jean-Baptiste, en plein milieu. Voilà. Et donc, le pape se recueille. Je ne dis pas pris parce que mes confrères américains avaient mis, et anglais, mes confrères de l'AFP anglais avaient mis pris, et ils se sont fait interdire pendant une demi-heure par les services secrets syriens parce que c'était un sacrilège de dire qu'ils priaient. Donc se recueillaient, moi par hasard j'avais mis se recueillir. Et voilà, j'envoie ça, et je rentre à l'AFP et je regarde la dépêche, c'était génial parce que lui avait mis Saint Jean-Baptiste selon la tradition musulmane. C'est-à-dire que la tête de Saint Jean-Baptiste roulait le long de la route et je ne sais quoi. Et donc la dépêche était merveilleuse parce que c'était le point de vue historique de Saint Jean-Baptiste selon la tradition musulmane. Et c'était bon. Et ça, c'était toute l'AFP. C'est-à-dire, c'est toute l'AFP. Le fait de travailler avec toutes sortes de nationalités, toutes sortes de gens, etc. Ça, c'est un bon souvenir. C'est un peu la légion étrangère de l'information. Oh non. On boit moins de bière, c'est ça? Non. La légion étrangère, bon. J'aime pas les militaires non plus. Ah bon. On va pas faire la liste. Voilà. Et puis, peut-être aussi la chute du mur de Berlin. Voilà. J'ai eu la chance de faire des choses comme la chute du mur de Berlin. Après Tiananmen aussi, il y a des tas de choses. La guerre en Yougoslavie, enfin j'avais des tas de choses. Ah oui, j'allais dire, entre guillemets, c'est sympa. Vous avez fait l'histoire un peu comme votre grand-père. Voilà, c'est bien, en même temps c'est... C'est l'histoire du XXe siècle, comme ça. Voilà. Peut-être, moi c'est l'histoire immédiate, lui c'est l'histoire sur le long terme, la grande histoire. Mais bon, j'espère pour les historiens avoir écrit des dépêches qui soient... Oui, un peu potable, quoi, histoire digne d'être vaguement retenue. Parce qu'ils vont vraiment avoir du mal, les pauvres. Bon, allons-y, parce que je crois que ça va être un peu au milieu. Alors, on continue. Donc, tu participes à un débat, une conférence débat autour du thème le présidentialisme est-il légitime? Alors là, ça tombe bien, parce qu'on est
quand on a décidé du thème, on était avant la sortie d'un certain livre, là on est après la sortie d'un certain livre, ça devient du grand n'importe quoi, la Ve République. On va voir ce débat. Oui, j'ai accepté ce débat avec Olivier Roucan, là, qui vient de sortir un petit bouquin qui Voilà, s'appelle on le brandit Droit face caméra. constitutionnel et gouvernance politique, que je n'ai pas encore lu. Voilà. Ça se lit comme un roman, hein, on peut le dire. Probablement, on va avoir de très bonnes bases en lisant ce livre qui est aussi destiné aux étudiants. Et j'ai accepté comme ça, même si c'est pas du tout mon... Je suis pas ni politologue, ni... je suis juste journaliste, parce que j'estime qu'il faut débattre le maximum en ce moment. Je trouve que la période est difficile, est inquiétante, les bruits de bottes. Bon, c'est vrai que l'histoire de Treyveller est plutôt... Bon, peut-être le symptôme d'une certaine décadence, mais je sais pas, c'est tellement ça qui m'intéresse. Je pense que c'est la honte de notre profession. Mais c'est plutôt ce qui se passe en Ukraine, c'est toute la crise politique. Et je pense qu'il faut débattre au maximum, car la question du présidentialisme, enfin, pour moi, la question la plus importante, c'est peut-être la question de la démocratie. Et le déni de démocratie, comment réintroduire la démocratie, comment lever les tabous, parler de ce qui est, dire ce qui est, parce que c'est peut-être... par exemple, ma profession est quand même assez sinistrée, puisque ce ne sont pas les journalistes qui sont responsables, mais bon, la plupart des patrons de presse sont quand même des marchands d'armes. Bon, il y a une censure à ce propos, on ne peut pas dire autrement. Les lignes politiques, il y a Dassault, Lagardère, Bolloré. Bon, c'est pas neutre, ça n'est pas neutre. Donc il y a une question de démocratie qui est à discuter. Et il ne faut pas non plus que la question des institutions devienne un énième os à ronger pour que les gens débattent, fassent semblant de débattre. Je crois que le problème, c'est la question de la démocratie. La mise en scène du débat. Voilà. Et pas le débat lui-même. Voilà, la mise en scène du débat. Aussi la politique, le politique, les politiques. Tout ça, je pense qu'il faut en parler, il faut en débattre. Par exemple, revenons sur l'Ukraine. Je pense que les gens sont extrêmement mal informés sur l'Ukraine. Surtout, on nous prépare l'opinion pour aller jeter quelques bombes. Ça a été le cas en Centrafrique, ça a été le cas en Libye, le cas partout. Enfin, je fais vite, voilà. Les citoyens n'ont plus leur mot à dire, on prépare l'opinion. Si on n'est pas du côté de ceux qu'on nous désigne, on est moralement condamnable. On est des salauds. On peut pas être anti-ukrainien sans être pro-russe, et donc pour Poutine, et donc pour l'assassinat des journalistes quelque part. ou même pour les communistes. Oui, quand même, Poutine et les communistes, c'est pas tout à fait ça. Bon, il en a vu petit, mais bon. Mais voilà. Donc tout n'est pas si simple que ça, et de tout ça il faut pouvoir débattre, parce que je trouve que la situation est inquiétante, et que notre cher président, notre cher monarque... républicain, on rajoute républicain pour être pudique en fait. Républicain, voilà, il ne faudrait pas qu'il nous lance encore quelques bombes... qu'il aille jusqu'à lancer des bombes sur Moscou, parce que ce serait quand même... parce que le retour serait un peu dur, hein, parce que je rappelle que les Russes, c'est pas le Centrafrique. Voilà. Et que donc, il faut absolument, je pense que c'est quand même un peu inquiétant tout ça, plus la question du populisme et tout. Et je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est pas forcément la 6e République, mais c'est plutôt... la démocratie, c'est-à-dire comment le déni de démocratie arrive à comprendre que nous sommes qu'il y a un problème de déficit de démocratie. Et voilà. Bon, c'est ce qu'on va discuter dans la conférence. Alors, la dernière question, tu dois aimer l'histoire, j'imagine, ou alors ça serait un grand raté de ton grand-père.
Est-ce que tu penses que justement l'enseignement de l'histoire est en baisse en ce moment et pour un citoyen, c'est quand même une matière très importante? Encore que l'enseignement de l'histoire puisse être orienté. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai fait une tribune dans Libération, justement sur un article du Figaro, Histoire, que je ne connaissais pas, d'ailleurs je ne savais pas que ça existait, qui était consacré à l'école et à l'enseignement de l'histoire, et où mon grand-père était considéré comme le père de l'histoire nationale et qualifié, disons, de façon complètement contraire à ce qu'il était. Et j'ai été alertée par des professeurs d'histoire qui m'ont dit voilà, c'est pas possible, on revient à l'histoire nationale, l'histoire du héros, le mythe, le retour du mythe de la France éternelle. Voilà, aidé par les souverainistes, je peux dire, ça c'est une petite pique. Vas-y. C'est une petite pique. Pendant ta phase du Pont-Aignan. Et donc, c'est très inquiétant, c'est-à-dire il y avait tout. Il y a de toute façon une campagne, il y a une guerre idéologique très forte en France, la montée du Front National, la montée de la famille pour tous, etc. Donc, une montée de la réaction, et ça se répercute sur le champ de l'enseignement. On est loin de il y a quelques dizaines d'années où on voulait insuffler un peu de pédagogie, de retour. C'est vraiment un retour en arrière, quoi. Et dans ce sens-là, je pense qu'aussi les professeurs d'histoire sont très inquiets. Suzette Bloch, merci. J'espère que ce n'est pas trop long. Ça doit être un peu long, quand même.